Ouais, merci à tous d'être venus si nombreux. Je suis un peu impressionné, mais bon. On m'a dit qu'il fallait regarder ailleurs pour pas vous voir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'AB test. Donc j'espère que ça va tous vous intéresser. Alors déjà, je vais commencer par me présenter. Donc je m'appelle Laurent Vion. Je suis responsable R&D chez M6. Je m'occupe de la partie data. Je suis arrivé en septembre 2016. J'ai un profil plutôt technique, un peu scientifique. Et j'ai après 8 ans d'expérience dans tout ce qui concerne la data et surtout l'e-commerce. Alors du coup, le programme data, qu'est-ce que c'est le programme data? Donc il y a plusieurs buts du programme data chez M6. Le premier, c'est l'évangélisation. Donc il y a beaucoup de fantasmes autour de la data. Beaucoup de gens en parlent, mais ne savent pas vraiment ce que c'est. On parle de machine learning, d'intelligence artificielle, mais c'est assez un peu abstrait. Donc nous, on essaie de former les gens, de leur expliquer un peu de quoi ils retournent. Il y a une deuxième chose, c'est... j'ai l'impression que ce n'est pas les bons slides. Aïe, aïe, aïe. Erreur. Petit problème technique. Alors là, j'en appelle aux gens de la Blend. Ils doivent faire une petite chorégraphie, normalement, quand on a des problèmes techniques comme ça. La chorégraphie? Ah, ils arrivent. Vous pouvez y aller quand même. Ça fera... Allez-y, soyez pas timide. Ah, ceux-là sont mieux. Parce que du coup, il manquait la mission. Donc la mission, c'est internalisation et développement du programme data. Donc qu'est-ce que le programme data? Évangélisation, je viens d'en parler. La mise en œuvre. Donc il y a pas mal de projets qui tournent autour de la data qu'on essaie de mettre en place. Donc l'AB test dont je vais vous parler. Forecast, qui est prédiction d'inventaire publicitaire. Pas mal de segmentation comportementale. La recommandation. Catégorisation automatique de contenu. Un peu de prédiction et un peu de lookalike aussi. Et aussi, on fait de la formation, c'est-à-dire le programme data, on n'a pas vocation forcément à répondre à toutes les demandes du groupe, donc on essaye un peu de former les équipes pour qu'elles soient autonomes par rapport au concept et aux outils. Donc quelques chiffres clés sur Sysplay. Alors un point déjà, il faut comprendre que le programme data chez M6, c'est un programme qui est central. Il n'est pas forcément lié à un site en particulier, sachant que chez M6, on a une partie digitale, donc qui comprend entre autres Sysplay, qui est le site de replay, qui est la plus grosse partie, mais il y a aussi des sites, des portails thématiques, Déco, Turbo, Clubic, des sites de vente en ligne, Mon Album Photo, et on travaille aussi un peu pour les antennes. Mais notre plus gros client aujourd'hui, ça reste Sysplay. Donc quelques chiffres sur Sysplay. 18 millions d'utilisateurs logués, donc dont on connaît les informations, notamment l'âge, le sexe, l'adresse email. C'est à peu près 120 millions de vidéos vues par mois. On a 30% aujourd'hui de nos campagnes pub qui sont vendues dans un package data, c'est-à-dire sur des segmentations qui sont liées à la data. Et on a une infrastructure d'une vingtaine de serveurs qui est internalisée et qui est vraiment dédiée au traitement autour de la data. Alors, pourquoi je vous parle d'AB test aujourd'hui? Alors, quand j'ai commencé mon deuxième job en 2010, je commence à travailler dans le web, premier pas dans le web, et en fait, on AB testait tout. Donc vraiment tout passait par les AB tests. On avait même des objectifs chiffrés sur le pourcentage d'incréments qu'on devait faire chaque année sur les AB tests. Et en 2016, j'arrive chez M6, et en fait, on fait assez peu, voire pas d'AB tests, et surtout, c'est vraiment pas présent dans la culture. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions, parfois assez naïves, sur le sujet qu'est-ce qu'un AB test, etc., etc. Et surtout, ce qui est important quand on fait des AB tests, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage qui est assez importante. Donc, je reprends la fameuse gaussienne. Donc, souvent, il y a 3 étapes. La première, c'est on découvre un peu ce que c'est un AB test, prendre en main le framework. Au début, on fait beaucoup de petites erreurs. Donc, c'est là où c'est un peu la phase de rodage. Ensuite, il y a une phase qui est vraiment la phase d'exploitation. Donc là, c'est génial, on maîtrise bien les AB tests. On va arriver à faire beaucoup d'incréments de valeur. On va arriver à faire des bons AB tests. Et la troisième étape, c'est vraiment le polissage. C'est-à-dire on a tiré tout ce qu'on pouvait de notre produit
d'itération en itération, et ça, on commence vraiment à galérer pour arriver à trouver des incréments au niveau des A/B tests. Donc là, le but un peu, c'est d'essayer de donner un peu, d'expliquer ce que c'est un A/B test et donner des petites astuces pour arriver le plus rapidement possible à l'étape 2 et pas faire les petites erreurs que tout le monde fait quand il commence. Alors le plan, déjà une présentation très générale de ce qu'est l'A/B test. Ensuite, on va parler plus précisément des A/B tests sur le web, parce que c'est une conférence web ici. On va parler d'A/B test et d'innovation. Et ensuite, une petite liste de tous les pièges à éviter. Alors l'A/B test, qu'est-ce que c'est? Donc la présentation vraiment très générale de ce qu'est un A/B test. Donc on se réfère à la définition sur Wikipédia. Alors l'A/B test, c'est une technique de marketing qui consiste à proposer plusieurs variantes d'un même objet qui diffèrent selon un seul critère afin de déterminer la version qui donne les meilleurs résultats auprès des consommateurs. Bon, c'est génial. On n'est pas plus avancé. Donc on va essayer d'analyser un peu, d'analyser la définition. Donc première chose qui est importante dans cette définition, c'est qu'il y a la notion de variante, qui est un des concepts clés. Donc on va prendre un petit exemple. Par exemple, on travaille chez Porsche, on veut savoir quelle est la meilleure couleur qu'on choisirait pour sortir notre voiture. On a le choix entre rouge et jaune, et donc ça, c'est ce qu'on va appeler les variantes. Donc c'est le même objet, mais pas avec la même couleur. Dans la définition, il y a un second point, c'est la notion de meilleur résultat et surtout de résultat. Donc là, on va vraiment parler, on va introduire les KPI, donc les indicateurs de performance. Et là, ça devient un peu plus conceptuel, presque philosophique. On se dit, finalement, qu'est-ce que la performance? Comment on la mesure? Là, on sent qu'il y a quelque chose qui devient assez compliqué. Donc typiquement, pour l'exemple des voitures, on peut se dire qu'un bon indicateur de performance, c'est le nombre de ventes de la voiture. Et le troisième point, c'est auprès des consommateurs. Donc là, on a une question, pareil, c'est de se dire comment on va récupérer le feedback des consommateurs pour savoir si on préfère s'ils préfèrent la voiture jaune ou la voiture rouge. Donc il y a souvent la question qu'on se pose, c'est consulter ou observer. Donc consulter, c'est vous allez demander aux utilisateurs quel est leur avis, quelle voiture préfèrent. Et il y a l'autre voie, c'est observer, c'est-à-dire on va plutôt regarder comment les utilisateurs réagissent, mais sans leur poser la question. Alors, il y a une petite histoire qui est assez sympa, qu'on répète souvent dans les conférences, mais qui est sûrement une légende urbaine, mais je vais quand même vous la raconter. À l'époque d'un des premiers Walkman, Sony se posait la question de savoir s'il fallait mieux le faire jaune ou noir en fait. Et donc là, ce qu'ils font, c'est ils font des ateliers de travail, ils font venir des gens, ils leur demandent lequel vous préférez. Et tous les gens en fait s'accordent pour dire c'est le jaune le meilleur. Ils disent, le jaune c'est génial, il va cartonner, c'est celui-là qu'il faut faire. Donc très bien, super atelier de travail. Et à la fin en fait, ils avaient mis deux bols, un avec des Walkman jaunes et un avec des Walkman noirs. Et ils ont dit aux participants merci d'avoir participé, vous pouvez prendre un Walkman et rentrer chez vous. Et en fait, la grande majorité des participants, ils ont choisi le Walkman noir. Donc ça illustre un peu le fait que les gens, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font, ça peut être un peu différent. Et donc notamment dans la data, on aime beaucoup cette phrase qui est si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. C'est un principe assez général, notamment par exemple dans les sondages, on sait qu'il y a beaucoup de biais quand on pose des questions. Les gens répondent pas forcément de façon franche, ou alors ils répondent ce qu'ils pensent qu'on attend comme réponse. Donc nous, on va vraiment observer le comportement et on ne va pas du tout demander son avis à l'utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'on retient? A/B test, il y a vraiment trois choses. La première, c'est les variantes, rouge, jaune. On va soumettre ces variantes à des consommateurs et ensuite, on va suivre le résultat grâce à des indicateurs de performance. Alors maintenant, on va faire un petit focus sur l'A/B test sur le web. Donc l'A/B test sur le web, pourquoi c'est cool? Parce que le web, c'est principalement du software. Donc le software, c'est bien parce que ça demande vraiment un investissement assez faible. Contrairement aux voitures, où il faut produire des voitures, c'est assez coûteux. Le logiciel, c'est assez peu coûteux à produire. On est sur des cycles de développement qui sont très courts. On peut développer une feature et la mettre en prod quasiment le lendemain. Donc ça, pour le développement des variantes, c'est génial. Et tout ce qui est le suivi des utilisateurs et les KPI, maintenant sur Internet, tout le monde le sait, on est traqué de partout. Tout ce qu'on fait, c'est traqué. Donc il y a vraiment des outils très très bien pour traquer les utilisateurs. Alors,
je vais quand même en parler, même si ce n'est pas le but de la conférence. Il y a plein de solutions SaaS qui permettent de faire de l'A/B test. Donc c'est des solutions qui sont très bien, vraiment très bien pour commencer à jouer avec l'A/B test. Elles couvrent principalement le web et le mobile. C'est très bien quand on n'a pas forcément d'équipe d'ingénierie ou quand on n'a pas d'infrastructure derrière. Après, ces solutions, quand on va aller plus loin, elles restent assez limitées. Et nous, notamment chez Sysplay, on avait un problème, c'est qu'on a les applications qui tournent sur les box télé des opérateurs, Free, Orange, SFR. Et ces applications, ces solutions ne couvrent pas ça. Donc maintenant, on va faire un focus sur les variantes. Donc les variantes, typiquement, là je suis sur le site de Sysplay. Donc là, la première variante, c'est ce qu'on appelle la version de référence, c'est la version qui est en prod. Et donc celle-là, typiquement, on va jouer sur le layout. Donc ce sera plus simple avec l'autre. Donc la seconde variante, donc là vous voyez, c'est vraiment le layout, donc l'affichage des vignettes qui a changé. Donc le premier c'est mosaïque et le second c'est totem. Donc le but du test, ça va être de savoir finalement quelle version marche le mieux. Donc la création des populations, alors ce qui est important de comprendre, c'est que les deux variantes, elles vont exister en parallèle. C'est pas on va tester une variante puis l'autre variante, on va vraiment tester les deux variantes en parallèle. Donc on va être obligé de couper notre ensemble d'utilisateurs en deux typiquement. Et donc pour faire ça, le plus simple c'est de faire un tirage aléatoire. Donc on prend une pièce, on lance à pile ou face, face variante A, pile variante B. Donc ce qui est vraiment important, c'est l'aspect aléatoire pour pas qu'il y ait d'a priori sur la définition des populations. Un autre point, c'est tout ce qui concerne la continuité de l'expérience utilisateur. Typiquement, si à chaque fois que l'utilisateur fait F5 et rafraîchit la page, il a un affichage différent, bon, la continuité de l'expérience, elle n'est pas extraordinaire. Donc on va vraiment avoir besoin d'identifier les utilisateurs pour leur proposer une expérience continue dans le temps. Et c'est aussi super important pour le calcul des métriques. Typiquement, comme on disait, on va suivre les utilisateurs, on va essayer de les tracer, regarder ce qu'ils font. Donc on a vraiment besoin d'avoir un ID pour les suivre. Donc sur le web, le cookie marche très bien. Sur le mobile, IDFA et ID. Si vous avez un login ID, ce qui est le cas sur Sysplay, ça marche aussi. Donc là, c'est vraiment un principe assez général qui est le principe qui sont liés à tout ce qui est la big data. Ça, en fait, ça va marcher parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'événements. Et en fait, plus on a d'observations, plus le résultat sera fiable. C'est la loi des grands nombres. Donc là, par exemple, sur la courbe, vous avez l'exemple du pile ou face. Donc c'est une simulation de pile ou face. Donc au début, les résultats, ça va donner un peu n'importe quoi, et à la fin, ça va converger vers 0,5. Le principe de l'A/B test pour le calcul des métriques, c'est exactement la même chose. Donc il faut vraiment prendre des populations qui sont très grandes, et il faut essayer d'avoir un maximum d'événements pour avoir des résultats fiables. Donc les résultats, alors là, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. On s'était dit, les KPI, c'est compliqué. Qu'est-ce que la performance? Comment ça se mesure? Il y avait des questions un peu compliquées. Donc on va prendre un petit exemple. Typiquement, on a un bouton sur un site, admettons un site de e-commerce, on va vouloir acheter un produit, et on va travailler sur le call to action. Donc le call to action, c'est le petit texte qu'il y a dans le bouton, et on se dit, est-ce qu'il vaut mieux dire j'ai acheté, j'en profite, mettre dans le panier. Et là, on se pose la question de quelle est la bonne métrique à suivre pour savoir si le test va être concluant. Donc au premier abord, on se dit, le taux de clic, c'est plutôt sympa. Est-ce que les gens cliquent plus ou moins sur le bouton? Mais en fait, si les gens cliquent plus ou moins sur le bouton, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont acheter le produit derrière. Donc après, on commence à regarder les taux de conversion. On se dit, est-ce que les gens achètent plus finalement quand ils cliquent sur le bouton? Ok, c'est pas mal, mais finalement, si on prend un peu de recul, à l'échelle de notre site, est-ce que c'est une métrique qui est vraiment importante? Donc là, on commence à se dire, on va regarder finalement à l'échelle de mon site le nombre de ventes. Bon, là, ça commence à être bien. Après, le nombre de ventes, il y a des produits qui n'ont pas forcément la même valeur. Il y a beaucoup de produits qui sont à 1 euro, des produits qui sont à 1000 euros. Donc le montant des ventes, là pareil, ça commence à être pas mal. On commence à parler en euros. Et le montant des ventes, finalement, vous avez peut-être des produits sur lesquels on ne va pas marger pareil. Des produits, on va marger à 10%, d'autres à 15%. Donc le montant des ventes, c'est pareil, c'est un peu biaisé. Donc au final, si on regarde vraiment d'un point de vue macro, la marge finalement de chaque produit, ça semble être un indicateur assez pertinent. Alors pour la petite histoire, dans ma précédente boîte, on avait fait des analyses justement pour regarder quand les métriques de taux de clic et de marge n'étaient pas alignées sur de l'e-commerce. Et alors il y avait deux typologies de produits qui ressortaient, qui étaient assez intéressants. Le premier, c'est tout ce qui concerne le luxe. Donc tout ce qui concerne le luxe,
C'est-à-dire, c'est des produits qui sont assez chers, très luxueux. Donc ça, les gens, ils cliquent à mort dessus parce que ça vend du rêve, mais en fait, ça convertit pas du tout parce que les gens, ils n'ont pas les moyens de s'acheter des voitures. Et le second, c'est tout ce qui est la lingerie. Bon, là, je vous laisse imaginer pourquoi. Alors, toujours dans les métriques, typiquement, quand je travaillais dans la publicité à la performance, on utilisait beaucoup d'algorithmes de prédiction qui étaient censés maximiser justement la marge, qui était la métrique qu'on avait choisie. Et donc ça marchait très bien, maximisation de la marge, les marges augmentent, génial, l'entreprise est content. Et un jour, il y a quelqu'un qui se pose la question, il se dit, mais d'où vient cet argent? Donc on a la fameuse citation de Monsieur Lavoisier qui dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc on voulait bien, on essayait de savoir d'où venait l'argent. Donc on a fait une étude justement sur l'algorithme, de se dire qu'est-ce qu'il essaie de faire. Et en fait, du coup, ce que faisait l'algorithme, c'est qu'il privilégiait surtout les produits qui avaient une forte commission pour nous, ce qui finalement paraît logique. Donc on avait tendance à privilégier, à mettre en avant les produits sur lesquels on avait une forte commission. Et ça, alors quand on est dans le monde du B2C, où on est dans un environnement concurrentiel, ça peut être un truc intéressant. Quand on fait du B2B, c'est un peu compliqué parce qu'on est un peu en train de prendre de l'argent à nos clients finalement. Et finalement, ça fait un peu perdre de la valeur à nos annonceurs. Donc même si nous, on gagne beaucoup d'argent, nos annonceurs, c'est pas forcément sûr qu'ils soient gagnants. Donc si on applique une politique de la terre brûlée, c'est génial. Après, si on veut construire une relation sur le long terme avec nos clients, c'est pas forcément optimal. Donc du coup, nous, vraiment les deux KPI qu'on avait choisis, c'était la marge de l'entreprise, notre propre marge, mais aussi la marge de nos clients. Donc typiquement, si on arrivait à augmenter la marge de nos clients et que notre marge était constante, on considérait qu'on avait amélioré notre produit, donc c'était bon. Et inversement, si on améliore notre marge, mais qu'on ne dégrade pas la marge du client, on considère que nous, on a amélioré aussi notre produit. Donc un autre exemple sur ce qui est, je trouve assez marrant sur le machine learning, c'est par rapport au jeu de Tetris. Donc pareil, tout ce qui est les algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle, la plupart du temps, il y a une métrique, donc un KPI qui vont chercher à optimiser. Et je crois que c'était il y a quelques années, il y a des gens qui ont fait un test. Ils se sont dit, on va utiliser un algorithme de machine learning sur le Tetris, et la métrique qu'on va choisir, c'est la durée de survie. Donc génial, on laisse l'algorithme jouer, et il va essayer de trouver la meilleure stratégie pour maximiser la durée de survie. Et alors s'il y a bien un point commun qu'ont les êtres humains et les machines, c'est qu'ils sont tous les deux très feignants. Et donc l'algorithme a trouvé une solution qui est assez intéressante. Il a décidé de faire une pause. Donc il lance le jeu, il fait une pause, et voilà, il a réussi son objectif, il a maximisé sa durée de survie, elle est de plus l'infini. Donc ça, c'est vraiment une problématique très générale. Le choix de la métrique qu'on va optimiser, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc du coup, la métrique, elle dépend vraiment de la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'on est plus on veut avoir plus un focus sur l'acquisition, monétisation, rétention. Bon, vous avez les tunnels, fameux tunnels marketing, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors pour Sysplay, nous on a choisi deux métriques. Alors nous on a vraiment deux clients, comme la plupart des sites qui sont gratuits. On a les utilisateurs qui viennent sur le site, qui sont vraiment nos utilisateurs, et on a aussi les annonceurs à qui on va vendre de la publicité, et c'est eux qui vont nous payer. Donc on a besoin d'avoir un équilibre entre les deux. Si on n'a pas d'utilisateurs, les annonceurs ne vont pas vouloir acheter de la pub, et inversement, si on met beaucoup trop de pubs, ça risque de dégrader l'expérience utilisateur. Donc les deux KPI qu'on a choisis, nous, pour notre outil d'A/B test, c'est le volume de vidéos vues, qui correspond, on espère, à l'expérience utilisateur. Donc on se dit, si les utilisateurs consomment plus de vidéos, c'est qu'ils ont une bonne expérience sur notre site. Et aussi, une partie qui correspond à l'annonceur, qui correspond à notre rémunération. Et là, on va travailler sur le volume de publicité vendue. Toujours sur les KPI, il y a une question assez philosophique, il n'y a pas forcément de réponse, mais c'est quelle est l'échelle à laquelle on veut regarder. Donc c'est un peu la même problématique que tout à l'heure quand on avait la différence entre le taux de clic et la marge. Donc là, on prend l'exemple d'une campagne CRM qu'on a lancée chez Sysplay. Donc c'est une newsletter. Donc on a vraiment une campagne de newsletter classique à gauche avec les résultats, et on a lancé une campagne data, donc sur un segment data qui a été optimisé pour optimiser les KPI de la campagne. Et ça donne des résultats qui sont vraiment très bons. Donc on a diminué vraiment le volume d'envoi, on a quasiment multiplié par 2 le taux d'ouverture et par 5 le taux de clic. Donc ça, c'est vraiment des résultats qui sont très bons. C'est vraiment ce genre de résultats qu'on s'attend quand on travaille sur la data. Et en fait, quand on prend un peu de recul,
C'est-à-dire quand on regarde à un niveau très très macro, on a lancé un A/B test par exemple. Alors la petite figure, c'est comme ça qu'on illustre les résultats d'A/B test. Alors c'est pas forcément très parlant, donc vous allez devoir me croire sur parole. On a lancé un A/B test où on a exclu 10% de toute la population d'M6 de tout envoi de mail. Donc on a 10% de la population qui ne reçoit plus aucun mail et 90% de la population qui continue à recevoir des mails. Et on a regardé sur les deux KPI dont je vous ai parlé, donc le nombre de vidéos, le nombre de pubs, est-ce que ça avait un impact? Et en fait, il se trouve que, c'est le résultat qu'on voit là, ça a assez peu d'impact. Donc c'est-à-dire, finalement, envoyer des mails ou ne pas envoyer de mails. Si on regarde campagne par campagne, c'est un très fort impact. Mais en fait, quand on regarde d'un point de vue macroscopique, l'impact, il est assez faible. Toujours sur les métriques, le filtrage des outliers. Donc ça, c'est super important. Donc on a toujours des utilisateurs qui ont un comportement vraiment extrême par rapport à notre service. Donc ça peut être soit des bugs, soit des bots, soit des utilisateurs qui sont vraiment extrêmes. Donc je caricature un peu, mais on peut souvent modéliser le comportement des utilisateurs par une gaussienne. Donc tout à gauche, alors nous sur Sysplay, on va dire le comportement moyen d'un utilisateur, c'est à peu près une vidéo par semaine. Tout à gauche, on a les utilisateurs qui sont plutôt à une vidéo par mois. Et tout à droite, on a vraiment les utilisateurs, à droite de la gaussienne, hein, on a les utilisateurs qui sont plus à une vidéo par jour. Donc tous les jours, ils arrivent, ils rentrent le soir, ils regardent une vidéo. Et quand on a étudié les résultats d'A/B test, en fait, on a trouvé des utilisateurs qui étaient à beaucoup plus d'une vidéo par jour. Et donc typiquement, on regardait sur l'A/B test de recommandation, je crois que j'en parle après, qui a duré 30 jours, on a regardé certains utilisateurs, on a un utilisateur qui a regardé 20 jours de vidéo en 30 jours. Donc là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un bug. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, comme on traque vraiment tous les événements, on peut regarder cet utilisateur très précisément, son comportement, qu'est-ce qu'il a fait, comment ça s'est passé pour lui. Et en fait, en regardant très précisément, cet utilisateur, il a un comportement d'un être humain. Donc il se lève le matin, à midi, il prend une petite pause pour aller manger, de temps en temps, il fait une petite pause de 2 minutes pour aller aux toilettes. On a vraiment l'impression que c'est un véritable être humain, c'est pas un bug, c'est pas un bot. Mais ces gens, le problème, c'est qu'ils vont vraiment biaiser le calcul des résultats. Donc pour le calcul des résultats, en fait, on va ignorer ce qu'on appelle les outliers pour le calcul des résultats. Qualité des données, c'est un peu la même idée. Hein. Si on a des données qui ne sont pas de qualité, c'est compliqué de calculer des métriques. Alors, deux exemples pareils que j'ai déjà vus plusieurs fois. Le premier, c'est les devises. Quand vous faites de l'e-commerce, si vous comparez des choux et des carottes, ça ne marche pas. Donc typiquement, le montant des ventes, c'est bien qu'il soit dans la même devise. Sinon, c'est compliqué. Le second, c'est surtout les intégrations au niveau des trackers. Par exemple, j'ai déjà vu, il y avait une boîte qui faisait des cartes de visite et elle considérait qu'une boîte de 200 cartes de visite, c'était 200 ventes. Quand quelqu'un achetait 200 cartes de visite. Donc là, pareil, c'est compliqué, ça crée des énormes bugs dans le système. Et il se trouve que s'il y a peut-être une personne qui a acheté dans une des deux populations une boîte de 200 cartes de visite, ça peut totalement biaiser les analyses. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Bon, l'A/B test, globalement, c'est assez simple. J'espère que vous en êtes convaincus. À 10 minutes. Bon, il va falloir accélérer un peu. Donc les A/B tests, c'est assez simple, mais ce qui est vraiment très important, c'est de faire attention aux KPI. Alors, on va parler rapidement d'A/B test et d'innovation. Donc depuis le début des années 2000, il y a l'arrivée d'Internet, les premiers smartphones. On est vraiment dans une course à l'innovation. Alors j'ai pas trouvé, il y avait un schéma qui est assez intéressant qui montre les innovations au cours des 200 dernières années. Et on voit qu'il y a 200 ans, les innovations, il y en avait une tous les 30 ans, par exemple. Et ça se rapproche tous les 20 ans, tous les 10 ans. Et là, on est arrivé à un moment de l'histoire où on a une innovation quasiment tous les ans et même on a plusieurs innovations par an. En parallèle de ça, les entreprises, elles ne sont pas forcément très armées pour répondre à l'innovation. Elles ont une structure qui peut être assez rigide pour travailler. L'aversion au risque, ça c'est le deuxième facteur qui va un peu freiner l'innovation. Donc il y a une petite expérience économico-psychologique qu'on raconte au premier cours d'économie à l'école. C'est l'histoire du pile ou face. Donc si vous demandez à des gens dans la rue, vous leur dites « je vous donne 2 000 € tout de suite » ou « je tire à pile ou face, et si ça tombe sur pile, je vous donne 6 000 €. » Mais en fait, la très grande majorité des gens, ils vont choisir les 2 000 €.
Alors, on peut se dire, c'est normal, ça paraît moins risqué. Mais en fait, si on calcule d'un point de vue mathématique très pragmatique, l'espérance de gain, elle est plus de 50% plus élevée sur le second choix. Donc le choix rationnel, ça serait plutôt de prendre les 6 000 € finalement. Donc à l'échelle d'une expérience, c'est pas forcément grave, mais à l'échelle d'une vie, d'une personne ou d'une entreprise, si on prend toutes les décisions de l'entreprise basées sur essayer de minimiser le risque, en fait, on passe à côté d'énormément de potentiel. Donc typiquement, on a un trade-off entre minimiser les risques et maximiser les gains. Du coup, on est un peu dans une contradiction organisationnelle où on est dans une course à l'innovation, mais on a des process qui sont assez rigides et finalement, on est assez peu enclin à prendre des risques. Et no pain, no gain, si on ne prend pas de risque, on a moins de chances d'avoir des récompenses. Donc l'A/B test, c'est un outil, c'est pas le seul, mais c'est un outil qui permet justement d'accélérer un peu l'innovation, de limiter la prise de risque et surtout de décentraliser l'innovation. Donc là, je caricature à peine, mais disons l'exemple d'un process projet standard. Alors c'est pas forcément cycle en V, en agile c'est à peu près la même chose. On va brainstormer sur les idées, on va discuter de la valeur, des priorités, études de marché, spécifications, développement, mise en production. Sachant que sur les petits projets, finalement on passe beaucoup plus de temps à faire de l'organisation, à discuter des sujets qu'à réaliser les sujets. Et finalement, on en vient à des timelines à peu près comme ça, c'est-à-dire qu'on fait plein de projets. Donc en vert, c'est les projets qui vont réussir. En orange, c'est les projets qui vont échouer. Comme on a pris assez peu de risques, la plupart des projets vont réussir. Mais comme on a pris assez peu de risques, finalement, ça ne va pas rapporter beaucoup d'argent. Donc là, on va introduire le concept du fail fast. C'est-à-dire plutôt qu'essayer de minimiser le risque et de ne jamais échouer, on va plutôt se dire, ce qu'on veut, c'est échouer le plus rapidement possible. Donc on va essayer de échouer, mais vraiment le plus vite possible. Donc on va essayer d'être sur un cycle qui est beaucoup plus court, brainstorm des idées, on fait un prototypage et on lance un A/B test en prod. Et concrètement, du coup, on est sur des cycles qui ressemblent plus à ça, c'est-à-dire on a vraiment des toutes petites itérations où on va tester plein de choses. Donc en rouge, ça va planter, c'est pas grave, on essaie d'en faire un maximum. Et au bout d'un moment, on va avoir un A/B test qui est positif. Et là, on va essayer de l'industrialiser. Et c'est vraiment là où on arrive à créer de l'innovation et à sortir des concepts assez rupturistes. Un autre point, c'est ce qui concerne aussi l'innovation et l'organisation surtout, où la BTS peut apporter quelque chose. On est souvent dans un mode où on a des gens qui pensent et des gens qui exécutent. Et parfois, ça ne communique pas très bien entre les deux. On a des boîtes à idées pour faire remonter des idées au niveau des gens qui donnent les ordres, mais ça marche assez modérément. Et parfois, on peut arriver à des situations un peu de frustration, de ralentissement, voire même de blocage. Bon, je passe les 20 prochains slides, là, c'est ça. Du coup, l'ABTS, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un organe de régulation qui est assez neutre. Les KPI, elles sont définies, donc il n'y a pas de question de vision de l'entreprise ou quoi que ce soit. Et tout le monde est égaux finalement devant l'outil d'AB-test. J'ai pris un petit exemple de la recommandation sur Sysplay. Donc on voulait mettre la recommandation sur Sysplay. Donc là, il y avait 3 avis qui s'affrontaient. Le premier, c'est le chef qui nous dit la recommandation, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas, il faut sous-traiter, c'est du CAPEX. Bon. Il y en a un autre, c'est le data scientist, il nous dit il suffit de lancer un algo de collaborative filtering avec un call start. On n'a pas plus compris. Hein. Et il y a une troisième personne qui nous dit, qui était un peu triste, il nous dit j'ai déjà une API en prod en fait, qui fait de la recommandation depuis 2 ans et personne ne l'utilise, je ne comprends pas pourquoi. Alors du coup, on a lancé un A/B test sur la recommandation. Donc là, c'est un petit screenshot de notre outil d'A/B test. On a fait 5 populations, c'est ce qu'on voit en bas. Donc le 20 ici, c'est le pourcentage, donc chacune sur 20%. On a 2 populations de contrôle et on a 3 populations qui correspondent à chacune des 3 solutions qui avaient été envisagées. Et en fait, quand on regarde le résultat, en tout cas pour ce test-là, ça a assez peu de différence, c'est-à-dire à l'endroit où on l'a testé, la recommandation elle avait assez peu d'impact sur notre service. Alors ça ne veut pas dire que la recommandation en soi n'a pas d'impact, c'est-à-dire le test qu'on a fait avait peu d'impact. C'est un peu dommage parce qu'on se dit on a fait un développement de 6 mois pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'impact sur la recommandation. Donc là, on en revient un peu au fail fast et une technique dérivée du monkey testing où on va essayer de faire un peu n'importe quoi. Donc on se dit, ce qu'on va faire, c'est que finalement, au lieu d'essayer d'améliorer l'expérience d'utilisateur, on va essayer de la dégrader. Donc on va faire n'importe quoi.
Donc on va faire des recommandations aléatoires, et finalement, si ça n'a aucun impact sur les chiffres, bah, ça ne sert à rien qu'on essaie de travailler à améliorer les chiffres, on n'arrive même pas à les dégrader. Donc on pense que c'est une mauvaise piste, on passe à autre chose. Le gros avantage, c'est qu'on est vraiment dans un fail fast. Faire des recommandations aléatoires, c'est un truc qui prend une demi-journée à un développeur à mettre en place. Donc à retenir, vraiment, ça permet de contrôler la prise de risque et de favoriser l'innovation. Les pièges à éviter. Donc là, c'est un florilège de toutes les questions qu'on m'a posées au cours de ces dernières années, que j'ai essayé de recenser, où la réponse était principalement non. Alors, quand je dis non, c'est plutôt oui mais, parce qu'en général, on ne dit pas non à ses clients. Première question, peut-on... Alors, ça ne veut rien dire ce que j'ai écrit, mais vous avez compris. Est-ce qu'on ne peut pas tester A puis B? Alors non, il faut tester A et B en même temps pour s'affranchir justement de la saisonnalité. Si vous testez pas sur les mêmes périodes, peut-être qu'il y a des soldes, des vacances, donc ça ne veut rien dire. Le principe de la B-test, c'est vraiment de tester A et B en même temps. Donc ça, on me l'a posé. Ça, c'est vraiment des questions qu'on m'a posées sur les derniers mois. Donc c'est pas des trucs que j'ai inventés. Peut-on tester sur seulement 3000 personnes? Donc pareil, celle-là, on me l'a posé il y a 2 semaines, pour limiter le risque. Ben non, parce que les résultats sur 3000 personnes, ils ne seront pas assez significatifs. En plus, pour contrôler le risque, il y a un bouton rouge. À tout moment, on peut arrêter la B-test et revenir sur la version de départ. J'aimerais faire un A/B test sur un algo de recommandation de programme en fin de vidéo. Alors ça, on peut se dire c'est une bonne idée. Alors, ce qui se passe à la fin d'une vidéo, quand vous regardez une vidéo, vous regardez une série, par exemple, vous êtes sur l'épisode 12, on va vous proposer 13, 14, 15, et à la fin, il n'y a plus l'épisode 16, donc on va vous proposer un nouveau programme. Donc là, par exemple, c'était Prison Break, on vous propose Blue Bloods. Donc ça, en fait, c'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi? Parce que finalement, cet endroit du site, c'est un pivot de 30% de l'audience, et des gens qui arrivent jusqu'à la fin de tous les épisodes, pour arriver jusqu'au prochain programme, ça représente 20%. Donc même si vous faites un A/B test génial qui fait plus 10%, au final, quand vous multipliez tout, ça fait même pas 1% de différence. Et ça, vous le verrez sûrement même pas à un niveau macro sur votre A/B test. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier les carrefours d'audience, c'est-à-dire les endroits où il y a beaucoup d'audience sur le site, et c'est ces endroits qu'on va travailler. Typiquement, ça pousse souvent à avoir une simplification du produit. Nous, l'exemple qu'on prend souvent en référence, c'est Netflix, où vous avez un site qui est extrêmement simple, épuré, où vous devez avoir 4-5 pages, et vous avez une page qui génère la grande majorité du volume, qui est la première page. La dette technique, alors ça pareil, on me le fait à chaque fois. Le test est positif, est-ce qu'on peut le mettre en prod? Ben non, parce qu'un prototype, c'est pas de la prod. Alors ça, c'est très important quand on travaille sur des petites itérations fail fast, c'est qu'on va vraiment faire des prototypes ultra vite et très très sales. Et donc, il ne faut vraiment pas prendre le risque de les industrialiser. Alors moi, pendant longtemps, ça a été un peu une chimère, la dette technique. J'y croyais pas trop. Je me disais, bon, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Et en fait, on est arrivé dans mon ancienne entreprise à un moment où on avait accumulé tellement de dettes techniques qu'on n'arrivait plus à réaliser. Donc on mettait en prod et il y avait un truc qui sautait là. On mettait un bout de scotch, on remettait en prod, il y avait un truc qui sautait de l'autre côté. Et on a mis 6 mois pour stabiliser, pour arriver à faire une mise en prod qui marchait. Population prédéfinie, pareil, quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on peut mettre par exemple A sur les hommes et B sur les femmes? Non, le principe de la B-test, il faut que les populations elles soient aléatoires. Alors celle-là, elle est assez compliquée à expliquer. Doit-on se limiter à un A/B test en parallèle? Alors, à chaque fois que j'explique celle-là, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à appréhender. Alors, on peut faire plusieurs A/B tests en parallèle, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est sur des scopes différents. Alors, les gens me disent, mais pourquoi les A/B tests vont se marcher les uns sur les autres? Alors, je prends toujours l'exemple du camembert. Le premier A/B test AB, on va couper par exemple verticalement, et le deuxième, on va couper horizontalement. Alors après, c'est un peu plus dur à conceptualiser quand on en a 100, mais il faut me croire sur parole, ça marche. Personnalisation, alors celle-là pareil, ça c'est ma préférée. Peut-on activer la variante seulement pour une partie des utilisateurs? On a un A/B test positif, il fait 5% en moyenne. Et là, il y a quelqu'un qui analyse les résultats, et en fait, il se rend compte, par exemple, sur les hommes, ça fait plus de 15%, et sur les femmes, ça fait moins 5%. Et du coup, idée de génie, il se dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'active pas finalement juste sur les hommes, et ça va faire 7,5%. Alors ça, ça peut paraître une position un peu idéologique, mais ça, c'est pas une bonne idée, parce que finalement, l'être humain, il n'est pas forcément la meilleure personne pour choisir comment couper la population pour savoir si c'est A ou B. Là, on parle vraiment de personnalisation.
Et il y a des algorithmes de prédiction de variantes, donc c'est vraiment le but de faire ça, et qui vont choisir la meilleure variante pour un utilisateur donné. Et après, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut même A/B tester ces algorithmes de prédiction de variantes. Les filtres. J'aimerais avoir des filtres pour analyser les résultats. Donc je vous dis non, mais en vrai, ça c'est le dashboard, donc on l'a fait. Typiquement, nous on a des filtres par âge, par sexe, par device. Et ça, c'est pas une bonne idée parce que ça crée énormément de combinatoires. Donc là, on a 2 millions de combinatoires quasiment sur l'ensemble des filtres. Ça veut dire que finalement, quand on regarde très précisément, on va peut-être avoir des populations de 100 utilisateurs. Donc ce que vous regardez, c'est du bruit. Ça sert à rien. Et pour ça, il y a vraiment des gens qui sont des analystes, qui sont formés pour analyser les résultats. Donc il ne faut vraiment pas montrer les chiffres. Et surtout, il y a des algorithmes qui permettent de vous dire quelles sont les meilleures combinaisons qui performent le mieux. Les métriques, pareil, j'ai droit à chaque fois, j'aimerais observer mes propres KPI. Ben non, les KPI sont les mêmes pour tout le monde, c'est le principe. Si on a un qui regarde le taux de clic, d'autres qui regardent le taux de conversion, d'autres qui regardent la marge, ben, ça ne veut rien dire, on ne peut pas comparer. Et surtout, si on a trop de KPI, la décision elle devient impossible à prendre. Si vous augmentez le taux de clic, vous diminuez le taux de conversion, vous ne pouvez pas trop conclure. Test technique, j'aimerais activer une feature technique via un A/B test. Donc là, la réponse c'est oui. C'était le dernier slide. Typiquement, ça c'est la release de notre player HTML5. Donc on est passé de Flash à HTML5. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit vraiment le découpage en 3 parties. Donc avant l'A/B test, on a lancé l'A/B test. Donc la courbe orange, c'est le player HTML5. Et c'est le nombre de pubs. Donc là, on voit qu'il y a vraiment eu une chute du nombre de pubs. Et on a investigué. En fait, il y avait un bug, tout simplement. On a corrigé le bug. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, avec le nouveau player, on arrive à diffuser plus de pubs. Et à la fin, on a release l'A/B test. Donc les deux versions, c'est les mêmes. Et ça converge. Donc là, c'est assez intéressant parce que non seulement pour les développements techniques, on arrive à mesurer la différence, et ça permet aussi un peu de promouvoir les développements techniques. Finalement, on peut faire des incréments de valeur, pas forcément sur du produit, mais aussi un peu sur de la technique. Ouf. Du coup, à retenir, les A/B tests, finalement, c'est quelque chose de relativement simple. On ne parle pas de machine learning, d'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un premier use case big data quand on lance un programme qui est assez intéressant à mettre en place pour se familiariser avec les concepts. Il y a quelques pièges, mais qui sont relativement simples, qui relèvent souvent du bon sens à éviter. Un gros focus sur les KPI et un peu sur un point d'attention sur le fail fast qui consiste à échouer le plus rapidement possible. Donc, du coup, j'espère que cette présentation elle vous a donné envie un peu de faire des A/B tests, d'innover et peut-être de prendre un peu plus de risques. Voilà, c'est à peu près bon. Ça va ?